Pour la forêt, on n'a pas cherché à reproduire des espèces d'arbres directement qui respectent la botanique. On s'est posé la question, mais on s'est dit que c'était pas forcément très intéressant. On a plutôt cherché à recréer des ambiances de lumière et des tableaux, voilà, avec de la couleur, des matières. Les Pénans, quand ils ont vu le film, une petite communauté pénane qui a vu le film qui m'a accompagné à Cannes, à la fin de la projection, sont venus me dire merci, on a vraiment reconnu notre forêt. Et c'était pour moi vraiment hyper fort. Io vi do il benvenuto per essere qui questa mattina. Finalmente il tempo è un pochino più clemente, c'è un'arietta fresca che spira, ne siamo molto contenti. Così siamo molto contenti che Claude Barras sia il nostro Locarno Kids premio che abbiamo in collaborazione con il nostro partner e collaboratore La Mobiliare. Come sapete, Claude Barras è uno dei grandi artisti del cinema contemporaneo, una persona che ha saputo reinventare il cinema a passo uno, l'animazione a passo uno, e oggi avremo l'opportunità, grazie a Daniela Persico, che è la nostra animatrice del progetto Locarno Kids, oltre che membro del comitato di selezione, di entrare nei dettagli, nelle pieghe del lavoro di Claude Barras. E quindi invito a raggiungermi sul palco Claude Barras. E l'avete già vista, la conversazione sarà moderata da Daniela Persico, alla quale va tutto il nostro ringraziamento per la sua passione e il suo entusiasmo, che non è assolutamente scontato. Vi lascio a questa conversazione che, sono convinto, è già entrata nella storia del Festival di Locarno. Grazie a tutte et à tutti voi. Daniela, buona conversation. Claude, merci beaucoup d'être ici à Locarno avec nous cette année. C'est un grand honneur de vous accueillir avec vos rêves, avec votre travail et avec votre vision inclusive d'un futur soutenable pour nous. Et c'est de partager un petit bout de votre chemin poétique et artistique, c'est un grand privilège. Donc, mille merci, Claude. Buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo questa mattinata, come vedete, con degli intervistatori speciali, perché da sempre Locarno Kids nasce con l'idea di far entrare in dialogo le nuove generazioni con dei registi, e quindi io parlerò il meno possibile perché tutti hanno moltissime domande dopo aver visto i tuoi film, aver visto il tuo film di ieri sera, ma anche, no, per scoprire com'è stato il tuo percorso da animatore. Però inizio io con la primissima domanda. Perché abbiamo chiesto sempre a tutti i registi che hanno ricevuto questo premio qual è il film che da bambini li ha colpiti di più. Ah oui. Quand j'étais enfant, j'ai vu à la télé, je regardais des programmes de courts-métrages qui passaient le dimanche après-midi, et il y avait un film de Irit Rinka qui s'appelle La Main, qui m'avait beaucoup impressionné. Et je l'ai revu dernièrement, et en fait j'étais étonné à quel point mon univers s'inspire certainement aussi de ce film que j'avais un peu oublié. Tu veux dire quelque chose de ce film-là que les jeunes enfants ne connaissent pas, mais c'est un film très singulier, non? Oui, c'est un film, en fait c'est un bonhomme, une marionnette en bois, qui habite dans un appartement, et un jour il y a une main qui vient frapper à sa porte, et il ouvre, et c'est une main qui rentre dans l'appartement. Et il y a tout un... Il n'y a pas de dialogue, et en fait la main est à la fois un peu son ami, puis après ça devient quelqu'un d'envahissant, et c'est très poétique, puis ça parle en même temps du rapport entre un individu et la société.
Voilà, et c'est à la fois drôle et à la fois ça raconte aussi des choses un peu profondes. Vuoi partire? Prima domanda, qui c'è il microfono. Cosa l'ha spinta a girare Sauvage? Voilà, très bien. Che cosa va porté a tourner Sauvage? C'est quoi, quelle est l'inspiration? Ah oui, alors c'est Bruno Manzer, c'était un activiste, c'était quelqu'un quand j'étais enfant qui est parti vivre sur l'île de Bornéo. Lui, il venait de Bâle et il voulait vivre dans un monde sans argent. Il pensait que c'était l'argent qui rendait le monde dur et violent. Et il est parti là-bas vivre avec les communautés pénanes. Et quelques années plus tard, on a commencé à couper les forêts. Et du coup, il a aidé les communautés de la forêt à défendre leur territoire. Et quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est un petit peu la base de l'envie de ce film. Et dans le film, il y a un personnage qui c'est un personnage suisse, non? Qui est là avec les nomades. Et moi, je voulais savoir quelque chose de plus de ce personnage qui c'est si important pour le film. Oui, alors le personnage de Jeanne, c'est un peu Bruno Manzer, un peu Jane Goodale, un peu Diane Fossé. C'est ces scientifiques ou idéalistes occidentaux qui sont partis dans la forêt, qui ont étudié les animaux, qui ont essayé de vivre à la manière des peuples autochtones. Et donc c'est un mélange de tous ces personnages. Et comme ça se passe en Indonésie, mais que j'ai dû choisir le français comme langue principale du film pour montrer qu'elle ne vient pas du même pays que les autres. On a décidé de bien marquer l'accent, de la faire rousse, et puis de lui donner un passeport suisse, voilà, en hommage à Bruno Manzer. Bene, allora, ci sono altre domande su Sauvage? Io avevo una domanda perché ho sentito che avevi fatto tutto il film con lo stop motion. E allora mi sono chiesto se ci sono stati problemi durante la costruzione del film. Se ci sono stati delle sfide. Ouais. Alors, pour ce film-là, le plus gros défi, c'était les décors. Parce que souvent, en stop motion, on est plutôt dans des films avec des décors urbains où on est à l'intérieur de maisons. Donc, c'est pas trop compliqué. On fait des murs, on met un peu de couleur. Et là, les décors étaient quand même très grands. C'était une forêt, mais en même temps, ça doit être plusieurs endroits dans la forêt. Donc, on a dessiné 32 forêts différentes, 32 endroits différents de la forêt. Et ensuite, pour ne pas construire des endroits trop grands, on a construit le morceau de forêt où les personnages allaient être animés. Et puis ensuite, on avait beaucoup d'arbres de différentes tailles, des petits morceaux de verdure en papier qu'on avait fait, des feuilles. Et quand on faisait le cadre, on allait boucher les endroits. À chaque plan, on allait recomposer derrière la caméra tout le décor. Ouais. Et ça a pris pas mal de temps. Et puis l'autre chose compliquée, c'est l'eau. Pour que l'eau elle soit crédible, réaliste, mais pas trop. Voilà, on a fait pas mal de tests et finalement on a opté pour des éléments qu'on change entre chaque image en plexiglas sculpté avec un petit peu de film alimentaire en plastique qu'on faisait bouger entre les images. Et puis je crois que ça marche pas trop mal.
la foresta è molto bella, sembra ispirata. La foresta è molto bella, sembra ispirata a dei dipinti di Rousseau, no? Con queste luci dal blu al rosso che cambiano, e quindi volevo anche chiederti quali sono state, no, le tue ispirazioni, perché da una parte, come tanti animatori, come tanti anni fa, gli animatori giapponesi sono venuti qui in Svizzera per disegnare Heidi, anche tu hai fatto un lungo viaggio per andare là e scoprire veramente la foresta. E dall'altra parte però hai anche avuto delle referenze, credo, pittoriche che insomma ti hanno aiutato dentro alla riconfigurazione di questo spazio. Oui, c'est drôle, tu parles des Japonais qui sont venus en Suisse. Une des grosses inspirations visuelles que j'ai donné comme référence aux chefs décorateurs et aux gens qui s'occupaient des marionnettes, de la peinture de marionnettes, c'est Matsuko Michukata, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais exactement très très bien son nom, mais c'est une illustratrice japonaise qui fait des choses, des animaux, des forêts très art brut et en même temps avec un côté réaliste. C'est assez étonnant. Et c'est ça qu'on cherchait un petit peu, c'est avoir l'impression que ça soit réaliste, mais en restant quand même très pictural et très brut, avec des belles couleurs. Et pour la forêt, on n'a pas cherché à reproduire des espèces d'arbres directement qui respectent la botanique. On s'est posé la question, mais on s'est dit que c'était pas forcément très intéressant. On a plutôt cherché à recréer des ambiances de lumière et des tableaux, voilà, avec de la couleur, des matières. Et ce qui est assez drôle, c'est que les Pénans, quand ils ont vu le film, une petite communauté pénane qui a vu le film qui m'a accompagné à Cannes, à la fin de la projection, sont venus me dire merci, on a vraiment reconnu notre forêt. Et c'était pour moi vraiment hyper fort. Et je pense que ça vient plus que du visuel, du son. Parce qu'on a fait un gros travail sur le son. Charlie Deville, qui s'est occupé du son, est parti 2 semaines et demie, je crois, à Bornéo. Et il a vraiment enregistré les ambiances du film, c'est-à-dire au bord d'une falaise. Il a cherché une rivière, il était avec un guide pénan. Et il est revenu avec 30 heures d'enregistrement. Et ensuite, avec cette matière-là, on l'a replacée vraiment pour que les oiseaux qu'on entend le matin, ce soient les oiseaux de Bornéo du matin. Mais comme il fait de la musique électronique, il a pu digitaliser, sampler cette base. Et après, on a pu, par exemple, rajouter ponctuellement des oiseaux qui criaient à un moment donné pour donner une petite impression de danger, ou éteindre tout d'un coup plusieurs couches pour donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe derrière le personnage et que la forêt devienne un peu vivante et accompagne les personnages. Pourquoi vous avez choisi de faire ce travail, de faire un registre? Alors, j'ai commencé à dessiner très très tôt, quand j'étais comme tous les enfants. En fait, finalement, on dessine tous quand on est enfant. Mais j'ai jamais arrêté. J'aimais beaucoup dessiner. Mon papa était viticulteur, donc il travaillait dans les vignes. Toute ma famille vient paysanne en Valais. Mais mon papa aimait beaucoup, il aime encore d'ailleurs dessiner de temps en temps. Et je pense que c'est lui qui m'a transmis l'envie et l'amour de dessiner les choses. Et donc je dessinais beaucoup les insectes, les animaux. Et ensuite, j'ai fait des études de dessinateur en génie civil qui m'ont pas, disons, épanoui beaucoup. Voilà, c'était pas vraiment le métier que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai économisé un petit peu d'argent. Et à 20 ans, j'ai fait une école de bande dessinée. Et je voulais faire de la bande dessinée, sauf que c'est très difficile comme métier, peut-être plus que réalisateur, parce qu'on travaille seul pendant 1 année ou 2 pour faire une bande dessinée, et après il faut trouver un éditeur qui
qui va vous donner peut-être 5 à 10 000 francs pour une première bande dessinée. Donc, toutes ces contraintes ont fait que j'ai déjà pas trouvé d'éditeur et que j'ai eu envie de changer de métier. Et j'ai eu la chance de travailler sur Max & Co, qui est le premier film d'animation stop motion en long métrage qui a été fait en Suisse. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens en qui j'avais confiance et qui m'ont fait confiance. Et un court-métrage, 2 courts-métrages. Et voilà. Finalement, j'en ai fait 6 avant de faire Ma vie de courgette. Et puis maintenant, Sauvage. Va bene? Ti ha risposto? Prossima domanda? Come mai ha scelto di girare in stop motion? L'aveva già fatto? Oui, alors mes premiers films, comme je viens de l'illustration, je les ai faits plutôt en dessin. Et puis ensuite, en travaillant sur ce film des frères Guillaume en volume, j'ai découvert l'univers du stop motion. Et comme j'aime beaucoup bricoler, sculpter, tout d'un coup, il y avait un peu tout qui était réuni pour me donner envie de continuer dans cette voie-là. Et depuis, je ne fais plus que du stop motion. Et je pense que je vais faire ça toute ma vie parce que j'aime trop ce travail. Et voilà, maintenant, on a un petit groupe de gens, on travaille ensemble. Et ouais. C'est ça que j'aime faire. Et par rapport au travail, des fois, on me demande si je ne veux pas faire du travail avec un film avec des acteurs. Et en fait, mon travail est déjà un travail aussi avec les acteurs, puisque quand on enregistre les voix, on tourne le film, on dirige des acteurs. Et en fait, la voix des personnages, c'est déjà une grande partie du film, pour moi. Une fois que les voix sont enregistrées et montées, que j'écoute le film avant qu'on le mette en image, je peux déjà presque sentir le film qui est déjà abouti. Après, tout le reste, on va l'enrichir et tout ça, mais disons que c'est la bande-son qui me sert de fil conducteur. Quante immagini servono per un secondo in un film di animazione come Sauvage? Quanto ci ha messo a farlo? Alors, on a besoin de 12 images par seconde. Bien que quand on regardait le film au cinéma, il y en a 24 qui passent par seconde, mais nous, on prend 2 photos à chaque fois pour aller plus vite. Et puis aussi parce que ça donne une petite vibration dans l'image qui ne ressemble pas trop du coup à ce qu'on fait par ordinateur. Ça donne une matière, disons. Quand on tourne le film, un animateur il prend à peu près 50 images en moyenne par jour. Donc il fait 4 secondes et demie par jour en moyenne. Mais par contre, s'il fait une scène avec 3 personnages qui marchent, il va peut-être faire 10 images dans la journée parce qu'il faut faire marcher chaque personnage, bouger chaque personnage entre chaque image. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Par contre, si on a un gros plan sur un visage qui sourit, peut-être que là, il arrivera à faire 12 secondes en une journée. Donc c'est une moyenne. Penso che ti rubo un attimo la parola, visto che abbiamo parlato di 3 personaggi che camminano insieme. Mentre camminano magari parlano anche, perché nei tuoi film c'è anche questo, e è impressionante quanto tutte, no, le bocche, le espressioni di questi tuoi personaggi siano così vere, così vivaci. E quindi volevo un po' chiederti come hai costruito le tue marionette e come riesci a dargli tutta questa mobilità nel volto. Alors, hier, j'ai répondu à cette question sur la Piazza Grande par une boutade, mais en fait, c'est pas une boutade, je pense que c'est quand même vrai, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de patience. C'est ça la matière des marionnettes principales, dans le sens où il suffit pas de les dessiner et de les penser,
il faut aussi les construire de manière à ce que ça soit facile pour l'animateur d'animer rapidement, qu'il ait du plaisir à rencontrer la marionnette et que de cette rencontre, quand c'est facile et quand c'est beau, c'est comme dans la vie, hein, voilà. Tout est plus émotionnel. Et donc, quand je dessine mes marionnettes, je pense vraiment... c'est en partie pour ça que les marionnettes ont une grosse tête avec des grands yeux ronds, parce que ça permet aux animateurs de travailler avec leurs doigts directement sur les paupières, sur le visage. Souvent, dans les autres films de stop motion, ils doivent travailler avec des petits instruments et ça prend beaucoup plus de temps et des fois même ils s'énervent. Donc voilà, je pense que c'est le chemin, c'est vraiment la rencontre entre l'animateur et la marionnette la plus harmonieuse possible, et les voix aussi, voilà, qui vont donner les personnages et les émotions. Dove trova l'ispirazione per i progetti che realizza? Alors, je pense qu'en grande partie, ça vient quand même de sa propre vie, des petits souvenirs. Par exemple, là, pour Sauvage, j'ai eu besoin de partir à Bornéo, de rencontrer les gens qui résistent et qui font des barrages, comme dans le film, par rapport aux bûcherons qui viennent couper leur forêt. Et j'ai pu partir vraiment 10 jours dans la forêt avec une petite famille. Et il y a beaucoup de petits moments du film qui sont inspirés pas de choses que j'ai lues ou que j'ai vu des photos, mais vraiment des choses que j'ai ressenties. Par exemple, la forêt qui devient lumineuse la nuit, c'est quelque chose qui m'est arrivé un soir. Je me suis réveillé, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et tout le monde dormait sur la plateforme. Et j'ai eu l'impression d'avoir pris de la drogue ou bu trop d'alcool parce que j'avais l'impression de deviner toute la forêt comme ça, de manière un petit peu étrange. Et donc je suis allé faire mes besoins, je me suis recouché, je me suis demandé si il m'avait donné à manger quelque chose de bizarre. Et le lendemain, en leur parlant, ils disaient « Ah non, c'est tout à fait normal, c'est des petites algues qui s'éclairent la nuit dans cet endroit de la forêt particulier. » Et donc c'est de ça que je me suis inspiré, par exemple, pour la scène où la panthère apparaît à la fin. Et par exemple, la panthère qui apparaît, c'est une légende aussi qu'on m'a racontée là-bas, Tepun. Donc c'est beaucoup de choses que j'ai lues, mais aussi des choses que j'ai eu besoin de rencontrer par moi-même, ressentir par moi-même pour le raconter. Qualcuno di voi ha altre domande? Io. Come si è sentito dopo aver terminato Sauvage? Alors, il y a plusieurs fins, parce que il y a le moment où on a fini d'enregistrer les voix et on a posé les voix sur le storyboard, les dessins du film qui préparent le film, et il y a un moment où on sent que le film est là et il faut y aller. Et là, c'est plutôt de l'excitation. On se dit, ah tiens, le scénario est fini, les voix marchent. Et puis après, il y a la fin de la fabrication où ça fait une année à peu près qu'on a travaillé avec une grosse équipe de 30 personnes sur les décors et les marionnettes. Et on va dans le studio de tournage. En fait, c'est pas un studio, c'est 17 studios. Et dans chaque studio, on monte un décor et on met les marionnettes en place pour démarrer le tournage. Et là, on commence à voir enfin à quoi ressemblera le film, parce que jusque-là, c'est des éléments qu'on a fabriqués à gauche, à droite. Et ensuite, il y a le moment où la première marionnette se met à bouger, qui est assez fou. Et après, voilà, il y a effectivement le dernier plan et la dernière image qui a été tournée par Marie, une des animatrices, avec toute l'équipe qui attendait derrière le plateau. Et après, on a fait une énorme fête. Et le lendemain, on a regardé le film. Il n'était pas fini, bien sûr, parce qu'il y avait encore pas mal de post-production, de sons à faire. Mais on a regardé le film ensemble dans un cinéma.
on a beaucoup pleuré et on s'est dit au revoir parce que chacun repartait en Belgique, en France, en Suisse, dans d'autres villes. Donc c'est des grosses aventures avec des belles équipes. C'est un peu comme la fin des vacances. Mais en même temps, c'est aussi bien de retourner dans une vie normale parce qu'on ne pourrait pas être tout le temps dans des moments aussi intenses. Bene, ragazzi, voi avete finito le vostre domande? O nel frattempo ne sono nate altre? Quanti di voi hanno provato a fare una stop motion? Ok. E nessuno di voi ha delle domande dopo aver visto i suoi film, aver provato lui a fare la stop motion, su quanto è difficile, su che cos'è che avete trovato di bello ma anche di difficile da fare e che vi ha sorpreso invece come riesca a farlo lui nei suoi film? A me ha impressionato il fuoco che ha fatto e il fumo. Mi hanno impressionato, e l'acqua. Mi hanno impressionato tantissimo. A me mi ha impressionato soprattutto i movimenti fluidi dei personaggi, che sembravano proprio filmati, al posto che fatti con le foto. Come ha fatto a far saltare la rana? Perché quando saltava a un certo punto era un po' sospesa. Come ha fatto a farla sospesa? Voilà, j'ai dit tout à l'heure, quand on a terminé le tournage, on a vu le film avec l'équipe et c'était pas terminé parce qu'effectivement, il y a tout un travail qui se fait après le tournage pour effacer les bouts de métal qui tiennent la grenouille quand elle saute. Avec un support au-dessus. Quand les personnages courent aussi, souvent il y a un petit support derrière eux. Et il y a pas mal de parties du film où on a filmé avec un fond bleu qu'on va effacer et ensuite on va remettre le décor qui a été photographié sur un autre plateau ensemble. Et pour le feu, par exemple, il n'a pas été fait en même temps que les personnages parce que ça demandait trop de concentration. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a animé les personnages, ensuite on a enlevé les personnages, on a fait une petite boucle d'animation avec de la lumière et des petits morceaux de papier semi-transparent. Et après, on a mis les deux ensemble en post-production, donc avec l'ordinateur. Bene, ci sono delle domande da parte del pubblico qui? Poi qui? Aspetta. Perché la mia vita da zucchina era tipo un po' triste, tipo così. No. Hai visto che è un buon film per bambini anche. Alors c'est vrai que moi je fais des films réalistes qui sont pas des films forcément de fantasy. Je raconte plutôt des histoires qui sont proches de ce qu'on peut voir tous les jours, mais avec de l'animation et des marionnettes et des sujets qui sont parfois effectivement difficiles comme Courgette, c'est la maltraitance, les difficultés des enfants que peuvent rencontrer les enfants. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous des moments difficiles dans la vie. Peut-être pas tous les enfants, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Et du coup, ce film, même s'il a une part de tristesse, il a aussi une part d'amitié et d'espoir. Et Courgette, son parcours, il va plutôt vers quelque chose de beau à la fin, puisqu'il trouve une famille et des gens qu'il aime. Donc c'est pas la tristesse qui m'intéresse, mais plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est triste pour s'en sortir. Et là c'est pareil pour Sauvage, c'est pas la destruction de la forêt ou le monde parfois révoltant dans lequel on doit vivre et où des fois on se sent impuissant parce qu'on peut pas changer beaucoup de choses soi-même directement. Mais c'est quand même la part de résistance et les gens qui se mettent ensemble pour essayer de changer le monde, même si c'est parfois difficile.
Buongiorno e complimenti. In realtà una domanda mi è stata anticipata perché volevo chiedere anche io il discorso degli oggetti volanti come la rana o la palla, e allora le faccio altre due domande. Volevo sapere se, visto che lo stop motion lo fate veramente in pochi e credo che per fare stop motion ci voglia passione, amore, anche un pizzico di masochismo perché è molto molto faticoso, diciamo che la tradizione è più sul cinema americano, ma anche l'europeo, francese, inglese è molto forte, quindi volevo sapere se lei con i suoi colleghi vi confrontate, vi parlate come succede ad esempio con i registi quando fanno un film, e volevo sapere se c'è un confronto, una condivisione della fatica e della passione. E seconda domanda, qual è la scena di cui lei è più fiero, più contento come resa? Complimenti ancora, grazie. Je réfléchis à la deuxième question. Je pense que c'est quand Tepun, la panthère, vient chercher Keria et la réveille en lui léchant le visage, en lui enlevant le sang qu'il y a sur son visage. C'est pour moi... Je savais que c'était le cœur du film assez tôt, et en même temps on l'a tourné presque à la fin parce que j'avais trop peur qu'on rate cette scène. Et quand je suis rentré pour voir, quand l'animateur m'a appelé qu'il avait fini la scène, j'ai pleuré, j'ai vraiment craqué complètement. Et chaque fois que je le vois sur l'écran et tout, je suis pris dans l'émotion de mon propre film, ce qui est quand même assez rare après avoir maîtrisé tout le truc. Donc je suis vraiment content de ce moment-là. Et sinon, oui, c'est un énorme partage. Moi, je suis devenu papa juste avant le tournage. D'habitude, je m'implique à 200% sur les films. J'arrive avant l'équipe et je pars après l'équipe. Et là, c'était pas possible. J'avais d'autres responsabilités. Et donc, on a beaucoup travaillé en préparation avec les chefs de poste, le chef opérateur, chef animateur, les gens qui organisent les 17 plateaux, la circulation des marionnettes, pour ensemble trouver des manières de partager le temps de travail, arriver à tenir la moyenne des 4 secondes par jour, sans que ça soit des sacrifices énormes ou quelqu'un qui doit nous donner des coups de fouet. Donc on a tous fait des espèces de psychanalyse sur nos méthodes de travail pour savoir où est-ce qu'on pouvait gagner du temps. Et après, on a fait un truc pas mal, c'est que chacun a pris je crois qu'il y avait 900 plans à tourner, et les a classés A, B, C ou D, en sachant A, c'est un plan très important, par exemple pour la lumière, mais par exemple pour l'animation, il sera en D parce que l'animation est assez simple. Et donc en classant tous ces plans, on savait à l'avance, il n'y avait pas trop besoin de discuter, de passer beaucoup de temps sur le temps qu'on mettait, et du coup on a terminé le tournage avec un jour d'avance, ce qui est quand même très très rare dans ce genre d'opération. C'était vraiment génial. Je vais m'exprimer en français, ça ira plus vite pour vous. On a pu voir sur la Piazza Grande hier soir l'écrivaine, romancière, essayiste Nancy Houston. J'étais surpris, je ne la savais pas impliquée dans cet événement. Je voudrais que vous nous parliez de votre rencontre avec Nancy Houston et quelle a été son implication dans l'écriture de ce film. Alors, Nancy Houston, j'avais lu plusieurs de ses essais et romans quelques années auparavant, et quand j'ai commencé à réfléchir au film, elle a sorti un livre, son livre qui a le moins bien marché, mais qui m'a le plus impressionné. Ça s'appelle Le Cercle. Alors maintenant, j'ai un petit blanc, excusez-moi. Le cercle de quelque chose, vous allez trouver assez rapidement. C'était en 2017, je pense. Et en fait, elle est partie en Alberta, là où elle a grandi. Et c'est une ville qui s'est construite là-bas, Fort McMurray, je crois,
c'est que des mineurs. Je crois qu'il y a 10 000 ou 20 000 mineurs. Ils pompent le sable bitumineux. Et ils ont chassé tous les Indiens. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont disparu, autochtones, qu'on a retrouvées mortes. Enfin, c'est vraiment un endroit assez terrible du monde. Et elle en a fait un roman. Donc elle s'est beaucoup documentée et on a fait un roman avec peu d'espoir, mais une toute petite lumière à la fin. Et moi, je savais qu'en m'attaquant à cette matière, voilà, le commerce de l'huile de palme, du bois, l'agroalimentaire, quand on commence à s'y intéresser, moi j'ai commencé presque par faire une dépression, des crises d'angoisse, tellement c'est assez terrible, le monde, comment il fonctionne et comment on ne nous montre pas, quand on achète des produits, ce qu'il y a derrière. Et donc, avec toute cette matière, j'avais besoin de trouver des personnages, de raconter une histoire de manière simple et d'aller vers de l'espoir pour les enfants et l'envie de lutter. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Nancy Houston. On avait une connaissance en commun et qui a fait le lien. Et puis voilà, on s'est beaucoup entendu. On a travaillé la première année ensemble et c'est avec elle qu'on a posé Keria, Selay. Le bébé singe, c'était déjà quelque chose que j'avais en tête. Mais elle a vraiment... avec moi, en dialogue, on a trouvé à peu près les personnages. Et après, c'est avec une scénariste de cinéma qu'on a, par contre, travaillé toute la structure, formaté l'histoire pour qu'elle tienne en 1h30. Et voilà, chaque personnage ait son petit moment. Volevo chiedere, la lingua nativa è inventata o è naturale del posto? Non, elle est naturelle. Donc l'idée, c'était de prendre l'indonésien comme de le prendre en français pour que le spectateur puisse être vraiment pris dans le film. Et pour la langue autochtone, c'est du pénan. Et donc tout ce qui est pénan, c'est des vrais dialogues, mais qu'on a choisi de pas traduire ni sous-titrer pour être vraiment dans le point de vue de Keria qui traverse le film et se poser la question avec elle. Et il y a toujours, si vous avez remarqué ou pas, si vous revoyez le film, il y a toujours quelqu'un qui traduit plus ou moins et qui donne un indice. Mais comme ça, on est dans le point de vue de Keria et on est un peu perdu et on rentre dans cette forêt. Et petit à petit, on rencontre les personnages et on est à l'aise avec elle dans cette forêt. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Nelly Tungan, qui est à Dijon, qui est la seule personne qui parle avec sa fille, qui parle pénan et français au monde. Et j'ai vraiment la chance qu'elle existe, parce que c'est aussi elle qui chante, qui fait la grand-mère, et qui nous a beaucoup donné pour ce film. Merci, je vais m'exprimer en français aussi. Je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de ces films. J'ai vu les courts-métrages aussi l'après-midi et le soir, la belle découverte sur la piazza. Et à vous entendre, c'est assez technique comme travail. Et malgré tout, il y a beaucoup d'émotions qui passent et qui touchent notre âme d'enfant malgré notre âge. Donc merci beaucoup, beaucoup. Je me suis intéressée, en fait, vous êtes arrivé à la Piazza Grande avec une marionnette dans les mains. Et je m'intéressais en fait à ces objets. Combien est-ce qu'il faut en faire? Enfin, comment ils évoluent? Comment ça marche? Alors, au départ, c'est des dessins. Je dessine chaque personnage. Ensuite, je les mets les uns à côté des autres et je les redessine un petit peu pour que qu'on ait bien l'impression des âges, des tailles, des grandeurs. Et ensuite, je les redessine à la taille des marionnettes finales.
Et avec le chef marionnettiste, on doit vraiment trouver le bon équilibre entre la taille des marionnettes. Si elles sont trop grandes, trop lourdes, c'est pas facile à manipuler. Et si c'est trop petit, c'est énervant. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre la taille du corps, de la tête et des marionnettes entre elles. Et là, le petit bonus, c'était le petit singe qu'il fallait qu'il tienne dans les bras, qu'il soit quand même pas trop petit non plus. Donc on a fait pas mal de tests. Puis une fois que tout ça est fait, on fait des sculptures en pâte à modeler de tous les personnages. Où là, moi, avec une petite équipe, on met en place les volumes et moi, je fais toutes les finitions des visages. Et après, c'est vraiment une trentaine de techniciens qui travaillent pendant une bonne année pour découper les bras, les jambes, la tête, les cheveux, les sourcils, les bouches, à partir du modelage, faire des moulages. Et ensuite, il y a des choses qui sont faites en mousse de latex, d'autres en silicone. À l'intérieur, il y a toute l'armature assez complexe qui est faite par des bijoutiers. Et ensuite, on rassemble tout ça. Les costumières posent encore les costumes dessus. Et puis, c'est ça, une année après, on reçoit la marionnette, on la déballe. Et c'est enfin là qu'on commence à sentir à quoi ça va ressembler. Ouais, c'est des moments assez particuliers. Ouais. Mais par exemple, les personnages principaux, on en avait une quinzaine pour travailler sur tous les plateaux, les différents moments du film, et surtout quand il y a une réparation ou un changement de costume, qu'on puisse avoir assez de marionnettes pour pas attendre, puisque vous avez compris, 4 secondes par jour, c'est pas facile, et donc plus on a de fluidité, mieux ça va. Donc même si ça coûte cher, une marionnette, je crois que c'est 10 000 € à peu près en salaire, en temps de travail, si on divise le budget total. Mieux vaut mettre 20 000 € de plus, et après sur le tournage, pas attendre. Voilà, c'est des calculs qui ont été faits par mon producteur, et c'était un bon calcul, je crois. J'aimerais savoir à quel point l'esprit de Bruno Manzer a inspiré votre film, et à quel point cet esprit a flotté pendant la production, et si Bruno Manzer est encore bien présent dans la tête et dans le cœur de la communauté Penang. Oui, je peux saluer Lucas, le directeur de la fondation Bruno Manzer, qui était là avec nous hier et qui est là avec son chapeau, et je peux le remercier pour l'aide énorme qu'il a apportée avec ses équipes. Peut-être tu peux dire un petit mot sur les communautés Penang et Bruno Manzer, mais en tout cas pour le projet, autant dans le voyage là-bas, il était avec nous vraiment. Autant en ville que dans la forêt, quand on dit qu'on vient de Suisse, tout le monde dit Bruno Manzer. Et après, c'est vrai que à plein de moments du film, de la fabrication du film jusqu'à hier, sur la projection, j'avais l'impression effectivement que c'était lui aussi qui m'avait inspiré cette histoire, et ouais, je trouve qu'il est très présent. Ouais. Je crois... Merci pour cette question, et je crois qu'on peut commencer auprès du film même, avec les personnages, les voix du film. Alors il y avait Komeok, le père de Selai, c'est un militant penant qui a lui-même travaillé avec Bruno Manzer, depuis 30 ans, il s'engage pour la protection de la forêt de Bornéo. Et il y a Nelly Tongang, la voix femelle de la grand-mère, je pense. Et elle aussi, elle a reçu un nom de Bruno Manzer qui était Teloabing. C'est un oiseau de la jungle de Bornéo. Elle soutient toujours, après avoir vécu plus de 20 ans en France, à Dijon, où ses 2 filles ont grandi, elle soutient toujours le Fonds Bruno Manzer, toute la lutte pour la protection de la forêt qui est toujours très, très actuelle. En fait, la semaine passée, les penants de la région du Mago, Pengmegut, avec lequel Claude a visité la forêt, lui, il est sorti 500 km à la capitale du Sarawak pour demander une biosphère UNESCO de son territoire
87 000 hectares de forêt qu'il veut qu'il reste intact. Et c'est lui, avec ses blocages, qui a vraiment protégé cette forêt. Alors, je dirais l'esprit de Bruno Manzer dans cette région que Claude a visitée, où Bruno Manzer a vraiment vécu pendant des années, est très, très vivant. Et aussi, on m'a raconté que Bruno Manzer était transformé en chauve-souris, peut-être, ou en oiseau, et qu'il était encore dans la forêt. Voilà. Io vorrei sapere come hai fatto con i suoni degli animali. Alors, on a travaillé, j'ai fait moi-même l'ours. Voilà. Et puis, c'est Charlie qui a enregistré les sons de la forêt, qui a fait par exemple Oshi. Et puis pour certains animaux, on a pu travailler avec des enregistrements qu'il avait fait lui-même dans la forêt. Mais pour d'autres, c'était plus compliqué parce qu'on n'avait pas assez de différence. Donc on a beaucoup écouté, on a essayé de refaire. Et puis ensuite, lui, avec l'ordinateur, il peut rajouter un petit peu travailler un petit peu le son pour que jusqu'au moment où on a l'impression que c'est le bon cri que fait chaque animal. Voilà. Ma secondo lei perché questo film ha fatto successo? Alors, en tout cas, pour faire un film, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de monde, travailler tous ensemble. Et j'ai l'impression que pour Ma vie de courgette comme pour Sauvage, c'est vraiment des aventures collectives où on travaille. Les gens viennent travailler pas seulement pour le salaire qu'ils ont, mais aussi parce que ce qui est raconté dans le film les intéresse. Et du coup, j'ai l'impression qu'on met quand même beaucoup de nos propres émotions dans les films et que peut-être que ça se ressent à l'image. Je sais pas, j'ai pas de secret de savoir pourquoi. J'espère toujours que mes films vont marcher parce que y a tellement d'énergie et on va dire aussi d'argent parce que toute cette énergie, il faut payer les gens et du coup pour les producteurs, eux, ils ont un enjeu financier. Moi, assez peu, j'ai une petite part de recettes, mais c'est vraiment plutôt un 13e salaire à la fin de l'année. C'est pas avec les recettes du film que je vis, mais plutôt avec le travail sur les films suivants. Mais par contre, quand on a mis autant de temps et d'énergie à raconter une histoire, on a envie que le plus grand nombre de gens aient envie de la voir, parce que derrière ça, ce que j'ai envie de raconter, c'est des choses que j'aimerais émouvoir, c'est faire bouger. Donc j'aimerais vous faire bouger, vous faire réfléchir à certains sujets qui me semblent importants. Et discuter entre vous, avec vos enfants ou avec vos parents, c'est un peu ça ce que je cherche. Alors, je ne sais pas si c'est la clé, la bonne réponse, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille. La pantera è solo un animale gentile o è tipo una rincarnazione tipo della madre o così? Je pense, ouais, c'est à peu près tout ça. En même temps, effectivement, je n'ai pas une réponse. Je ne sais pas vraiment moi-même si c'est une panthère réelle ou si c'est la maman de Keria qui est revenue. Mais je pense que quand je suis parti là-bas dans la forêt, pour les Pénans, même s'ils sont catholiques depuis 2 ou 3 générations, ils prient Jésus, ils sont très très fervents. Ils ont quand même un rapport, ils ont gardé beaucoup de croyances et
connexion avec les animaux, les plantes, les signes qu'ils peuvent lire dans la forêt. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire sans savoir moi-même si j'y crois beaucoup ou pas du tout. En fait, chaque personne peut faire son chemin avec la panthère. Scusa, ma come hai fatto a fare il film? J'ai justement pas fait tout seul. Donc il faut commencer par trouver l'histoire. Je pense que c'est le plus important, c'est trouver l'histoire. Souvent on trouve... moi j'ai commencé par trouver Oshi. J'ai commencé par dessiner ce petit bébé orang-outan en me disant que j'avais envie de parler de la nature, de l'homme, de poser la question si l'homme est un animal, si cette séparation entre l'homme et la nature, elle est... c'est pas une question à se poser, et c'est une question qu'on se pose de plus en plus dans notre société, mais et du coup ce bébé singe me semblait un bon ambassadeur pour poser cette question. Donc j'ai commencé par dessiner le bébé singe, et puis ensuite pierre après pierre je me suis rappelé de Bruno Manzer, j'ai appelé la fondation, il y a eu le voyage à Bornéo, puis là tout d'un coup on commence à la rencontre avec Nancy Houston, et puis petit à petit, l'histoire se construit. Et une fois qu'on tient la bonne histoire, on va avoir un producteur qui va chercher l'argent. Et puis après, quand on a l'argent, c'est le début de 2 ou 3 ans de travail avec beaucoup de monde pour arriver au film. Come mai hai scelto di fare questo lavoro? Je ne sais pas si j'ai choisi de faire ce métier, parce que je dis souvent que je ne saurais pas faire grand-chose d'autre, donc j'ai plus beaucoup de choix. Peut-être cultiver un jardin, j'essaie d'apprendre, mais c'est parce que je pense c'est quand on commence à travailler, on peut changer 2-3 fois de métier, mais ça peut être pour gagner plus d'argent, mais ça peut être aussi pour avoir plus de plaisir. Et il faut trouver toujours un équilibre entre l'argent qu'on gagne pour vivre et puis le plaisir qu'on peut avoir, parce que c'est quand même un tiers de notre temps qu'on passe au travail. Et donc, voilà, moi j'ai eu la chance de trouver un travail qui me donnait beaucoup de plaisir. Les courts-métrages que vous avez vus, c'est une époque où je gagnais vraiment très mal ma vie. Je mangeais beaucoup de pâtes sans sauce tomate. Avec des périodes où ça allait mieux. Et puis, à partir de ma vie de courgette, j'ai commencé à gagner ma vie de manière raisonnable, disons. Moins que mes amis profs à l'école, mais mieux qu'avant. Et du coup, là, maintenant, je gagne assez d'argent pour ne pas avoir trop peur avec un enfant et une compagne. Et en même temps, je peux continuer à faire un travail que j'adore avec des gens que j'aime. Donc, j'ai beaucoup de chance. Merci. Bene, noi ringraziamo Claude Barras per questa bellissima conversazione, tutti insieme. Grazie a tutti i piccoli che hanno partecipato e anche i grandi. Grazie e grazie mille. per il tuo cinema.